Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour le deuxième épisode de Planète Futsal. Merci déjà à tous ceux qui ont regardé le premier épisode, pas mal de retours positifs, donc c'est motivant pour la suite. Et on va continuer un petit peu notre exploration des personnages du futsal aujourd'hui avec quelqu'un que vous connaissez sûrement, que vous allez peut-être aussi un peu plus découvrir aujourd'hui. Il est avec moi, c'est Raphaël Reynaud. Bonjour Raphaël, Bonjour Steven. comment ça va? Bah écoute, ça va bien, ouais, super. On est bien le matin là, tout va bien. À la fraîche. Ouais, parce que là, on enregistre tôt le matin, mais bon, ça va. On a l'habitude. Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Très contente qu'on puisse échanger ensemble. Et je vais te proposer de te présenter déjà rapidement, un petit peu. Ouais, ben Raphaël Reynaud, donc je suis le directeur actuellement, je suis le directeur du pôle France Futsal. Ouais. Voilà, donc je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Et aussi sélectionneur de l'équipe de France U19 de futsal. Voilà, d'abord en poste sur les U21 depuis maintenant pratiquement une dizaine d'années, puis à la création des U19, c'est moi qui ai eu la charge de cette équipe. D'accord, très bien. Rapidement, avant qu'on rentre dans le détail, c'est parce qu'on a pu échanger un peu au téléphone. C'est quoi la journée type d'un Raphaël Reynaud? J'ai l'impression ça bouge pas mal, qu'il y a pas mal d'entraînement, il y a pas mal de choses. Oui, en principe, au quotidien, enfin, il y a la journée type quand je suis en situation au pôle. Donc au quotidien, on a quasiment deux, voire trois séances jour. Voilà, que ce soit des séances collectives ou des séances individuelles. Voilà, donc ça c'est, on va dire, les passages obligés de la journée. Donc par exemple le mardi, séance à 8 heures pour les plus petits. Puis après derrière, on a du spécifique en début d'après-midi et, euh, et puis une séance collective en fin d'après-midi. Voilà, et puis entre tout ça, il y a la gestion évidemment il y a la gestion du quotidien. Ouais. Voilà, et le quotidien, c'est l'aspect scolaire, par exemple, c'est le staff, voilà, c'est tout ça. Et on rajoute un peu d'équipe de France, voilà, quand c'est le moment. Et puis de visionnage de matchs énormément. Voilà. D'accord, ça fait des grosses journées. Bon, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, nous expliquer le fonctionnement un peu de ce Pôle France Futsal? Comment est venu un petit peu le commencement de ce projet déjà, peut-être? Voilà. Le projet, le projet vient, enfin, il y a quand même assez longtemps, hein. Il a commencé à germer il y a 7 ou 8 saisons maintenant, je ne sais plus exactement. Euh, Ça part d'un constat, c'est on avait un espèce de plafond de verre pour les équipes nationales de jeunes, hein, puisque bon, je parle surtout des équipes de jeunes. Les équipes nationales, un plafond de verre qui nous limitait aux quatre grandes nations. C'est-à-dire que chaque fois qu'on jouait des nations en dessous des quatre grandes nations, qui peuvent être le Portugal, l'Espagne, la Russie, voire l'Ukraine à un moment donné chez les jeunes, on était battu à chaque fois parce que trop limité. Et donc, en fait, quelle que soit la génération, il y avait un problème structurel. Et donc, la fédération a l'habitude de mettre en place ce type de structure avec les garçons, puis avec les filles aujourd'hui. Et donc, en fait, on a émis l'idée justement de s'occuper de l'élite, des meilleurs joueurs, hein, qui pourraient réunir les meilleurs joueurs, qui pourraient s'entraîner dans les meilleures conditions pour essayer de basculer et puis de franchir ce plafond de verre qui aujourd'hui, je pense, est en passe d'être franchi. D'accord, ouais, intéressant. Je me posais la question, pourquoi à Lyon? C'était un choix spécifique? Il y a eu, comment ça s'est passé un petit peu le choix de cet endroit? Ouais. Bah, le choix légitime, ça aurait dû ça aurait dû être Clairefontaine, évidemment, là où les pôles garçons, le pôle garçon est implanté. Malheureusement, il n'y a plus de place au quotidien à Clairefontaine. C'est pour ça que les filles aussi sont à l'INSEP. Ouais. Donc après, le choix numéro 2 ça aurait pu être l'INSEP, là où sont les filles. Mais là, par contre, il n'y a pas de salle de gymnase de hand à l'INSEP. Il n'y a pas Ça de aide hand à pas. l'INSEP. Voilà. Et donc, du coup, il n'y a pas de futsal, évidemment, parce qu'il n'y a pas de terrain qui permettent de pratiquer. Enfin, en tout cas, au moment de la création, là, je sais qu'il y a un projet qui est en cours.
Et donc, du coup, après, la fédération a lancé un appel à candidature et certaines ligues ont postulé. Et c'est Lyon qui a été choisi. D'accord, très bien. Donc, en gros, voilà, l'objectif, c'est de former ces joueurs. Donc, bah, déjà sur le terrain et puis aussi de leur apporter un accompagnement scolaire, hein. C'est ça aussi le but, j'imagine. Oui, oui, c'est ça. Bon, faut pas se mentir non plus. Pour l'instant, le futsal, c'est un sport amateur. C'est un sport où, pour l'instant, certains joueurs vivent évidemment du futsal et c'est très bien comme ça. Maintenant, nous, on peut pas former les joueurs uniquement dans la perspective de faire une carrière dans le futsal. Et donc, du coup, évidemment, le double projet, il est essentiel. C'est-à-dire, accompagner sur le volet sportif, mais aussi sur le volet scolaire. Pour nous, c'est évidemment, évidemment essentiel et quelque chose qu'on construit tous les jours. D'accord. On rappelle donc, c'est les jeunes entre à 16 ans et l'idée, c'est de bah, les laisser partir, entre guillemets, quand ils ont au moins un diplôme, c'est ça? Ouais, c'est ça. L'objectif, il rentre à 16 ans, c'est-à-dire en rentrée en fin en fin de troisième, il rentre pour la seconde, soit une seconde générale, soit technologique, soit pro, voire même, la filière BEP. D'accord. Voilà. Et donc, il rentre avec nous pour minimum pour 3 saisons, voilà, puisque seconde, première, terminale. Et à l'issue de la terminale, on bascule sur l'université, on bascule sur du post-formation, donc avec les clubs. Et donc là, on les accompagne et on espère les voir être accueillis dans les meilleurs clubs possibles. Et justement, moi je me demandais aussi comment ça se passe au moment de la fin du cycle. C'est les clubs viennent et disent un petit peu bah, j'aime bien ce joueur-là, j'aimerais bien, ou c'est avant tout évidemment le joueur aussi qui choisit peut-être pour des raisons familiales ou son propre choix lui aussi. Comment ça se passe en fait réellement? En fait, là, c'est vrai que c'est une situation qu'on découvre année après année. Euh, Là, aujourd'hui, les clubs ont pris conscience et connaissent le pôle. Il y a énormément de visites. Par exemple, la semaine prochaine, on a Paris Akaza qui vient, voilà, avec l'ensemble de son staff, président et puis le staff technique. Ils viendront voir les jeunes. Ils ont déjà des jeunes ils ont 2 jeunes qui sont rentrés cette année, qui sont en formation. Et donc ils viennent, évidemment, et quand ils viennent, ils vont voir l'ensemble de l'effectif, qui est de 24 joueurs. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que ça soit, qu'on soit dans du projet. Voilà. C'est-à-dire que chaque club potentiellement puisse proposer un projet qui corresponde aux jeunes qu'ils souhaitent accueillir. Un projet post-formation, parce que faut pas se leurrer, à 18 ans, euh, très peu ont la capacité de jouer 25 minutes en Ligue 1. Voilà, ça c'est évident. Par contre, c'est des joueurs qui sont formés et donc si on les accompagne derrière pendant le post-formation, hein, c'est vraiment tout un cursus, la formation. Pendant les 2-3 ans qui arrivent, certains au bout de 3 ans vont éclore, d'autres au bout de 6 ans, de 6 mois, pardon. Ouais, Voilà, donc c'est l'idée de venir et d'être sur du projet, de proposer un projet à un jeune. Voilà. Maintenant, plus il est proposé tôt, plus le jeune sait où il en est tôt, y compris pendant la formation, et mieux c'est, puisque nous, on a aussi un cursus de formation à proposer aux jeunes. d'accord. Bon, pour l'instant, on est encore dans le début de ce projet. T'as pas peur qu'il y ait des dérives un peu plus tard si le futsal continue d'évoluer avec peut-être des clubs qui viendront contacter, je sais pas, de plus en plus jeunes avec des primes à la signature. On en est très loin, hein, je pense, dans le développement du futsal, mais ça peut arriver aussi peut-être à terme. Non, mais moi, faut être clair, moi je le souhaite ça. C'est-à-dire que je souhaite que, évidemment, plus on s'intéressera à un jeune tôt, plus il y aura de. Nous, au niveau structurel, on souhaite faire évoluer les choses d'un point de vue structurel, c'est-à-dire qu'on ait la possibilité aussi de proposer plusieurs. Aujourd'hui, il n'y a rien qui protège, rien ne protège un jeune dans sa formation. Voilà, donc, et le club surtout, Hmm. qui souhaite accueillir. Voilà, on n'a pas ce qu'on appelle des ANS, c'est-à-dire des contrats de non-sollicitation, des contrats de non-sollicitation qui permettraient à certains clubs de pouvoir sécuriser un jeune. Donc il faut qu'on évolue à ce niveau-là. Il y a plein de choses qui évoluent dans le futsal aujourd'hui et ça fait partie des choses sur lesquelles la fédération se penche et doit se pencher.
D'accord, intéressant. Et justement, bah, tu le disais un petit peu, mais j'imagine que quand tu commences un nouveau cycle, enfin, une nouvelle promotion, est-ce que toi et ton staff, vous voyez tout de suite le jeune qui sort du lot et, ou peut-être aussi, à contrario, il y en a qui arrivent et qui sont peut-être un petit peu plus en difficulté et qui justement arrivent bah, à force à progresser et à devenir voilà, excellent, quoi. Ça doit être intéressant, ça aussi. En fait, ça, c'est tout le, comment dire, ça, c'est le lot du formateur et puis du recrutement. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est d'éviter de voir le joueur tel qu'il est aujourd'hui, mais surtout de l'envisager tel qu'il sera Mm. dans 3, 4, 5 ans, quand il sera à maturité. C'est-à-dire que quel joueur potentiellement sera le numéro un dans quelques années. Voilà, ça c'est intéressant. Et donc après, bah, on a des indicateurs voilà, qui nous permettent d'évaluer et qui nous permettent d'avoir des idées relativement fiables. Maintenant, ce qui est difficile à comprendre, c'est certains joueurs qui sont plus efficaces aujourd'hui ne le seront pas dans 3 ans ou dans 5 ans. Et donc là, il y a des choix qui sont par moments difficiles à comprendre si on n'a pas si on n'a pas suivi le cursus. Mm. Voilà. Après, il y a une autre problématique, c'est que 3 ans, c'est extrêmement long. Au moment de l'adolescence, c'est extrêmement long. C'est-à-dire que venir en structure de formation, c'est une épreuve. Hein, faut bien et cette épreuve, on ne peut aller au bout de cette épreuve qu'à partir du moment où on est bien posé dans son projet. Voilà, et qu'on est prêt à faire beaucoup de sacrifices. Hein, c'est pas juste rentrer s'entraîner, quoi. Hein, c'est vivre avec 24, les profs, l'entraîneur qui est pas toujours gentil. Enfin voilà, c'est tout ça. Et il faut l'amener au bout et avoir une force de caractère essentielle pour aller au bout de ce type de projet. Ouais, bah justement, c'était la question qui suivait, c'est qu'est-ce qui manque justement à ceux qui n'y arrivent pas? C'est principalement le mental? Ou il y a un petit... Enfin, j'imagine qu'il y a quand même aussi le côté futsal, mais est-ce que justement ça se joue pas aussi beaucoup dans les têtes? Ouais, il faut avoir d'abord un mental à toute épreuve. C'est-à-dire que oui, c'est pas toujours, encore une fois, c'est pas facile tous les jours. Euh, Trop sur 3 ans, bah, il faut savoir qu'à un moment je serai blessé. À un moment, je vais avoir des difficultés avec mes copains. Je vais avoir une copine. Il va y avoir des choses qui se passent, quoi. Enfin, c'est évident. Il faut résister à tout ça. Il faut rester focus sur son objectif pendant 3 ans. Donc ça, le côté mental et le côté abnégation, savoir pourquoi j'y vais et comment je vais y aller, ça c'est essentiel. Deuxième point, c'est un potentiel de motricité. C'est-à-dire que souvent on a des joueurs euh, qui sont, euh, qui sont très marqués en motricité sur l'activité, par exemple sur le futsal ou sur le foot, voilà, et qui ont peu de marge de progression. Donc il faut avoir un potentiel moteur qui est large pour pouvoir après derrière développer des choses et notamment le haut niveau. Et puis être capable de réfléchir vite. Voilà, ça Ouais. c'est comprendre rapidement les situations. Ça c'est essentiel. Ouais, parce que malheureusement, j'imagine, enfin, je sais pas, c'est triste à dire, mais il y a peut-être des jeunes aussi qui butent sur, je sais pas, l'aspect tactique parce qu'ils ont du mal à visualiser le truc et que, bah, à un moment, on peut rien faire, quoi. Si tactiquement ça suit pas, j'imagine que c'est compliqué pour vous aussi. C'est ça. C'est ça. À un moment donné, de toute façon, c'est les limites. Hein. On le voit au niveau technique, mais Hmm. on peut le voir au niveau tactique ou au niveau physiologique. Euh, on peut compenser par le Ah, attends, on t'a perdu. Ah, à c'est un bon, moment c'est bon. donné, on a des capacités ou on en a moins. Voilà. Et donc, à un moment, il y a un plafond de verre là aussi qui est difficilement franchissable. Ok, très bien. Justement, il me semble que quand le, le pôle a été ouvert, il y avait 16 participants. Maintenant, il y en a 24. C'est aussi peut-être un. Est-ce que c'est un enfin, c'est une idée de développement d'en avoir un peu plus ou 24, c'est quand même un chiffre qui est impactant au quotidien et dans le cycle de formation? Non, alors le chiffre de 16, il était sur la première année parce que on voulait pas partir uniquement, on voulait pas partir avec des gens qu'on amènerait que sur une saison. Donc on est parti avec des secondes premières. Ok.
Et donc, c'était prévu que l'année suivante, on soit 24, c'est-à-dire pour avoir un rythme de croisière qui soit 8 joueurs par génération. Voilà, l'idée c'est ça. Et donc, c'est pour ça qu'on est parti à 16 on arrive, on est arrivé au bout d'un an à 24 et on va maintenir le chiffre de 24. Ce qui peut évoluer demain, c'est, moi j'aimerais beaucoup accueillir des arbitres. Voilà, j'aimerais peut-être qu'on peut, voilà, il y a des évolutions qui peuvent arriver, mais pas sur le nombre. Évidemment, il y a le projet d'un deuxième pôle, voilà, qui est là et qui se pose et qui est sur la table. Maintenant, sur la structure même, 24, ça va être le rythme de croisière, sauf à sortir d'autres potentiels publics. Ok. Bah justement, ouais, c'était une des questions aussi que j'avais noté. Le plan de développement à terme, du coup, on est d'accord, c'est en ouvrir un deuxième, un troisième, c'est sur la table, c'est-à-dire vous en parlez, c'est un projet à court terme, moyen terme, comment ça se passe? Oui, alors après, bon, évidemment, ça c'est une décision politique, hein. Les difficultés aujourd'hui, les difficultés sont là quand même d'un point de vue. La crise sanitaire facilite pas ce type de projet qui est quand même impactant d'un point de vue budgétaire. Maintenant, l'objectif, oui, l'objectif d'un point de vue sportif, c'est d'arriver assez, voilà, sur le moyen terme à un deuxième pôle qui permettra d'avoir un meilleur équilibre au niveau national, de pouvoir accueillir un petit peu plus, et puis, après à terme aussi d'étoffer, de créer une sélection U17, enfin voilà, d'avoir une dynamique de formation un peu plus importante. Après, il ne faut pas oublier toutes les sections sportives régionales, toutes les sections sportives qui sont dans les clubs, qui sont en train de se créer. Ouais, Donc ça, c'est le terreau qui permettra d'accueillir, par exemple, quand on ne prend pas un joueur ici, aujourd'hui, les sections sportives régionales prennent le relais. C'est-à-dire qu'on leur propose quand même quelque chose qui va permettre de s'entraîner dans de bonnes conditions. Alors, ce n'est pas le Pôle France, mais ça reste très bonnes conditions pour s'entraîner. ok. Et je me demandais justement, pour vous, l'entrée en seconde, 16 ans, c'est le bon âge ou il y a potentiellement dans le développement les prendre un petit peu plus jeunes ou après ça devient un peu compliqué pour vous? Ouais, là-dessus, en fait, il faut se référer à l'histoire. Le foot, euh, on est, euh, on est parti sur le même principe, c'est-à-dire qu'à l'époque de la création de l'INF Vichy, pour ceux qui sont un peu plus anciens, on était sur les mêmes bases, c'est-à-dire sur les mêmes années d'âge, c'est-à-dire de la formation. Et ensuite, quand les clubs ont pris le relais, c'est-à-dire ont monté les centres de formation, évidemment, la fédération a laissé la place pour les centres de formation et après s'est intéressé à la pré-formation, c'est-à-dire avant ce qui se passe à la formation. Et donc, en fait, c'est évidemment mon souhait le plus cher, c'est que rapidement, les clubs prennent le relais en termes de formation de joueurs, hein, comme ça peut se faire dans d'autres pays, même si c'est quand même encore limité, même dans les pays professionnels. Donc prennent le relais et que nous, on s'intéresse à ce qui se passe avant pour préformer. Et donc aujourd'hui, c'est ce qui se passe au foot. Il y a des centres de préformation, des pôles espoirs qui fournissent les clubs professionnels. Très bien. J'imagine qu'en tant que formateur aussi, il y a des jeunes qui sont des belles réussites, j'imagine, enfin des fiertés. Est-ce que je sais pas, tu peux nous citer un ou deux joueurs qui ont pour l'instant le parcours un petit peu parfait? Qui sont passés par le pôle ou que j'ai eu Ouais, par le pôle. ouais. Enfin, j'avais noté un nom, mais voilà, par exemple, Sofiane Alla, j'ai vu qu'il était dans la toute première liste, qu'il est maintenant U19, qui grappille un petit peu de temps de jeu en D1. J'imagine que c'est ce que vous souhaitez aussi bah, pour ces jeunes-là. Enfin, peut-être je me Ouais, trompe, évidemment. hein, mais Évidemment, moi, la première référence que j'ai, c'est que sur les 15, parce que la première année, on est parti à 15. Sur la première année, les 15 joueurs qui sont rentrés au pôle. Aujourd'hui, j'en ai 14 qui sont internationales U19, voilà, avec plus ou moins de sélection. Il y en a 14 qui sont internationales et avec bonheur. Voilà. ouais. Et celui qui manque à l'appel, il a basculé sur le foot et il va certainement signer un contrat professionnel. Donc,
Donc voilà, moi c'est d'abord cet aspect-là qui me rend heureux, c'est-à-dire que l'objectif qu'on a, c'est de former des joueurs, de faire en sorte que les joueurs sortent en ayant un bagage complet. Après, derrière, on n'a pas la prétention de faire je dis souvent, Sohail Moudine, il y en a un ou deux par génération. Celui-là, bon, c'est pas forcément ce joueur-là qu'on va transformer parce qu'il est déjà. J'ai eu la chance d'avoir Swale, donc c'est pour ça que je peux en parler, mais il est déjà au très haut niveau et finalement, bon, évidemment que ça aurait été mieux de l'avoir et de l'accompagner sur le pôle, mais le talent, il était là. Par contre, tous les joueurs qui sont autour et qui permettent d'avoir une vraie, d'être complet et puis d'avoir une vraie formation, cela c'est l'outil, c'est le pôle. Voilà. Et donc après, oui, le parcours, c'est le gamin, il rentre avec nous en seconde. En seconde, il joue, il commence à jouer dans son club. Après, derrière, l'idéal, c'est qu'en deuxième année, il commence à s'entraîner avec le groupe A de son club, D1, D2, et puis grappiller du temps de jeu en troisième année pour pouvoir sortir et être performant. Voilà. Donc, l'objectif, il est là, et puis après, derrière, gravir les échelons dans des clubs de Ligue 1, évidemment. Ok, très bien. Hyper intéressant en tout cas, et puis plein de bonnes choses pour ce pôle, et puis peut-être d'autres pôles à venir. On va parler un petit peu de l'équipe de France quand même, parce que c'est aussi on va dire, ta seconde activité. Quel est l'objectif un petit peu à court terme de cette équipe? L'Euro 2021 a été repoussé, il me semble, c'est ça? Donc c'est les qualifications. Ouais, c'est ça. Euh, on devrait y être là cette semaine là. On devrait être au Tour Elite, pour la phase finale pour préparer, dans le but de se qualifier pour la phase finale de l'Euro. Voilà, donc ça a été reporté à la saison prochaine, même date. Voilà, donc avec les mêmes générations, même organisation. Et donc l'objectif, ça sera évidemment de se qualifier pour la phase finale. Et puis quand on y est, c'est une phase finale à 8. Donc après, quand on y est, voilà, avoir les ambitions de faire dernier carré. Voilà. Maintenant, le plus dur, c'est quand même la qualif parce qu'on est sur des poules de 8, des poules de 4. Nous, on sera certainement chapeau 2. Mais comme on est chapeau 2, évidemment, il y a le chapeau 1 et qu'on peut tomber sur un ogre, on peut tomber sur une énorme nation. Et donc là, ça remet. Voilà, il y a un seul qualifié par poule de 4. Donc là, c'est excessif. Enfin, c'est très dur de sortir de ce piège-là. Voilà, donc il faut un peu de réussite au tirage pour après, derrière, espérer être en phase finale. Ouais, parce que vous l'avez joué, c'était en 2019, vous avez fait deuxième, vous avez fait un beau parcours, mais en effet, c'est frustrant quand même, seulement cette première place, quoi. Ouais, c'est ça. Là, on était chapeau 3. Donc, on a monté. On monte au niveau du ranking international. Aujourd'hui, on est 11e nation européenne. Donc, ce qui est plutôt bien, compte tenu voilà, du fait qu'on n'a pas pu aller au championnat d'Europe. On se fait éliminer à dernière minute en Finlande contre la Pologne, qui fait demi-finale de l'Euro. Donc, évidemment, voilà, ça laisse des regrets, mais bon, par contre, on était très fiers de notre parcours et du rendu et du projet de jeu qu'on avait pu développer. Voilà, j'ai eu beaucoup de retours très positifs de l'ensemble des collègues du futsal là, et c'était sympa, ça avait fait chaud au cœur à l'époque. Ouais, et puis bon, j'imagine que pour les joueurs, c'est une dose d'expérience qui leur sert au quotidien et qui va leur servir pour leurs échéances futures, quoi. Enfin, ça doit être Oui, oui, énorme bien sûr. pour eux. Ouais, la génération 2000-2001, elle arrive avec Mamadou Touré d'ailleurs, voilà, avec j'espère Valentin Fuss, avec Jérôme Pasquier. Enfin voilà, cette génération, elle a mûri, elle a énormément de repères au niveau international, puisque Jérôme Pasquier, qui est le capitaine de la sélection, il doit avoir pratiquement une centaine de sélections en jeunes déjà, donc c'est pas rien. Et il a joué tout le monde, il a peur de personne. Voilà, donc cette génération, à chaque fois, on a
de toute façon, on avait préparé la compétition pour la gagner. Hein. Leur objectif, c'était de champion d'Europe. Et donc, bon, ça n'a pas pu se faire, mais je reste persuadé que là, avec les nouvelles structures, avec le pôle notamment, on sera dans les candidats au titre pour les prochaines échéances. Ouais. Bon, on le souhaite en tout cas. J'imagine que ça a été une année un petit peu particulière, année Covid évidemment pour tout le monde, mais bon, c'est vrai que pour la sélection, il y a eu pas mal de matchs annulés. Enfin, comment du coup, c'est un peu plus difficile de travailler avec cette équipe, j'imagine, cette année en tout cas. Alors en fait, nous, on a très peu annulé. D'abord, on avait un peu anticipé les choses, c'est-à-dire qu'on a prévu, d'habitude, on fait des rassemblements. Là, on avait prévu des, euh, des, euh, des rassemblements assez tôt, internationaux, assez tôt dans la saison. Donc, on a pu jouer, quand on a vu que ça a commencé à tourner un peu au vinaigre, on a très vite conclu des matchs en Slovénie. Donc, on a joué en Slovénie. Et on a joué en Bosnie déjà en début de saison. D'ailleurs, on gagne 2 fois contre la Slovénie et on gagne 2 fois contre la Bosnie. Donc on fait un super début de saison et puis avec un contenu très intéressant justement. Donc ça nous laissait plein d'espoir pour la suite. Et puis après, on a annulé les matchs internationaux, mais par contre, on a maintenu les stages. Ouais. On a réussi à maintenir les stages. Donc on a réussi à réunir à peu près une fois par mois les joueurs. Parce que le statut de sportif de haut niveau nous permet de nous entraîner. Voilà. Donc là, et puis match contre une Ligue 1, parce que là aussi, la Ligue 1 avait la possibilité de jouer, donc on a utilisé cette possibilité. Très bien. Justement, le dernier match contre la Bosnie, sur la liste, on voit qu'il y a 4 joueurs de l'Olympique lyonnais. Est-ce que ça, c'est aussi, j'imagine, une évolution pour toi? Peut-être que cette présence, enfin en tout cas ce début de présence des clubs un petit peu professionnels, comment toi tu vois ça en tant que formateur? Est-ce que on va y venir un petit peu? On en parlait avec Kevin la semaine dernière. Comment tu vois un peu cette évolution? Parce que c'est pas quelque chose qui était... enfin, sur ta première liste, voilà, il n'y avait pas spécialement des joueurs qui venaient de clubs professionnels. Bah oui, puisque les clubs pro n'étaient pas dans le futsal, ne s'intéressaient pas forcément au futsal. Et là, force est de constater que les uns après les autres, les clubs pro s'intéressent à l'activité, voient un avenir, que ce soit en termes de double pratique, de formation de joueurs ou même de pratiques spécifiques. Donc moi, je le vois plutôt d'un bon oeil, mais je tiens quand même à dire que je pense que ce n'est pas la seule voie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai reçu Nantes Métropole la semaine dernière. Ils sont venus au pôle pour voir comment on travaillait et puis présenter leurs projets, comme beaucoup de clubs. Moi, je pense qu'il y a différentes voies potentielles et qu'il ne faut surtout pas, enfin voilà, ça veut surtout pas dire que des clubs spécifiques historiques vont devoir baisser pavillon. Quoi. Voilà, moi, je crois vraiment qu'il peut y avoir une double voie, de la même façon qu'il peut y avoir Movistar ou El Pozo en Espagne et puis le Barça. Voilà, il y a de la place pour tout le monde et après chacun son projet, puis chacun la façon dont le projet sera mené. Moi, je pense que évidemment c'est une évolution positive parce que ça amène une dynamique. Ça amène une dynamique. Ça oblige Les les autres clubs clubs, ouais. les clubs à faire plus, hein, évidemment, notamment en termes d'accueil et de structure. Parce qu'en fait, l'Olympique Lyonnais, ils viennent, pour l'instant, ils apportent juste leur structure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de manne financière, il n'y a pas de voilà, mais c'est la structure, c'est une structure médicale, la structure médicale de l'académie, c'est la structure du préparateur physique de l'académie et des pros. Enfin voilà, c'est ça c'est cet aspect-là qui est vraiment intéressant. Voilà. Ok, très bien. Et j'imagine que toi, en tant que coach des U19, enfin, vous avez des discussions avec le coach des U21, avec Pierre Jacqui. Et comment on sent qu'un joueur peut être prêt pour l'équipe de France A quand il est justement dans sa suite de formation? En tout cas, voilà, il montre des bonnes choses, mais parce que c'est pas facile non plus, c'est le niveau supérieur. Et comment vous, en tant que formateur, vous dites, enfin, je sais pas, hein, vous avez des discussions, j'imagine, entre vous, et vous dites, bah là, peut-être que lui, c'est Bien le sûr. bon moment, quoi. Ouais, bien sûr.
Évidemment, il y a des discussions. Il y a aussi un peu d'expérience, puisque si on prend la liste de Pierre Jacqui, la dernière liste de Pierre Jacqui, il y a au moins la moitié des joueurs qui sont passés par les U21, et donc j'ai eu en responsabilité. Euh, donc, euh, donc le passage, on le connaît. Voilà. Après, la difficulté, c'est que le futsal, c'est quand même un sport où les automatismes, la connaissance de l'autre est fondamentale. D'accord, c'est le premier point. C'est-à-dire que une équipe, ça prend du temps, ça prend plus de temps que pour n'importe quel sport. Donc, construire une équipe et une relation à l'autre, c'est essentiel. Voilà, donc ça prend du temps. Tous les grands coachs vous diraient qu'il faut au minimum 2, 3, voire 4 saisons pour construire une équipe. Ça, c'est le premier point qui rend la tâche plus difficile encore pour un jeune. Et puis le deuxième point, c'est que c'est un sport aussi qui demande beaucoup d'expérience. Et à 34 ans, on n'est pas vieux au futsal. Hmm. Donc, donc c'est un autre point. Ça veut dire que il y a peu de place. Et donc, du coup, ça rend le passage de jeune à senior peut-être un peu plus difficile, un peu plus compliqué que pour il y a 11 potentiels, du rugby où il y en a 15 et ainsi de suite. Ouais. Voilà, donc c'est ça qui est compliqué. Maintenant, euh, nous, quand un jeune bascule, la chose, elle est claire, c'est évidemment la plus-value, mais c'est surtout le potentiel qu'on peut en tirer sur les années qui arrivent. Voilà. Mais d'abord de la plus-value, parce que l'équipe de France, ça ne se négocie pas, c'est être efficace tout le temps à chaque match. Voilà. Mais d'abord une plus-value qui est couplée avec le potentiel que tu peux espérer avoir pour les années qui arrivent. Avec Mamadou, par exemple, Mamadou Touré qui rentre et qui est capable d'apporter quelque chose de différent à l'équipe. Ouais. Ouais, je l'avais noté parce que c'est vrai que c'est peut-être le seul exemple, en tout cas, d'un joueur qui est passé des U19 directement à l'équipe de France, même s'il est au début de sa carrière d'équipe de France. Est-ce que euh, toi, tu participes un petit peu au choix, tu valides le fait de dire ce jeune, il a les moyens, tu peux le prendre, il va apporter quelque chose au groupe? Oui, on est trois staffs et on valide évidemment. Maintenant, les décisions, elles sont prises par le coach. Il y a pas de problème par rapport à ça, mais les orientations, elles sont données. Et on peut passer des U19 au A, voilà, ou aller, enfin, franchir les étapes. Enfin, il y a pas qu'un parcours, quoi. Voilà, évidemment, et on est en symbiose par rapport à ça, même si après derrière, quand la liste sort, moi je la Ouais. découvre aussi. Hein, ne vous Ouais, inquiétez pas. mais c'est intéressant d'avoir ton avis justement, et parce que c'est vrai que quand on est spectateur, on a souvent tendance à vouloir faire d'autres choix. Enfin, on le voit avec même l'équipe de France de Didier Deschamps, mais c'est vrai qu'il y a cette notion de groupe que peut-être le grand public a tendance un peu à oublier. Et comme tu le dis, c'est pas non plus que des individualités. Il faut aussi que le groupe se connaisse, etc. Et c'est là aussi la difficulté, comme tu le dis, je pense, pour les jeunes de toquer à la porte, quoi. Ouais, après il y a des moments. C'est-à-dire qu'il y a des moments clés dans une saison où on va des fins de cycle ou des débuts de cycle, voilà, qui permettront d'intégrer pour préparer. Voilà. C'est surtout ça qu'il faut, c'est surtout cet aspect-là qu'il faut intégrer. C'est-à-dire que par moment, il y a besoin de régénérer un groupe pour reconstruire quelque chose et repartir sur un cycle. Voilà. Et donc c'est dans ces moments-là qu'on a besoin et qu'on va pouvoir intégrer facilement. Voilà. Dans les moments, là, on est par exemple dans une phase de qualification. Je ne suis pas dans la tête de Pierre Jacqui, mais je sais que c'est plus compliqué d'intégrer un jeune. Après, si on parle du formateur, moi, j'aimerais que tous mes joueurs rentrent tout de suite. Hein. Il n'y a pas de problème, Ouais, parce qu'il y a le côté affectif. J'aimerais qu'ils jouent 25 minutes dans chaque club de Ligue 1 parce que j'ai de l'estime et parce que je sais ce qu'ils sont capables de faire. Maintenant, il faut se ramener à la réalité du jeu, la réalité des résultats et la réalité du coach qui a en responsabilité lui et qui met sa responsabilité dans la construction de l'équipe. Et donc, du coup, évidemment, c'est ses choix. et j'imagine, du coup, pour rebondir, tu dois aussi échanger avec certains coachs de division 1. Est-ce qu'il y en a qui te sollicitent un peu plus par rapport à certains joueurs que tu as en sélection ou d'autres, enfin voilà, comment ça se passe au quotidien? Est-ce que vraiment le coach va faire son choix ou est-ce que ça peut arriver que il va te demander je sais pas, des choses sur le joueur? Là, faut pas se mentir, c'est un peu plus compliqué Ouais, pour l'instant. Voilà, c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas forcément tous l'habitude, parce que c'est pas,
c'est pas, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'en veux à personne. Les coachs font leur choix, ils ont la responsabilité du résultat. Et les gamins, ils les voient pas forcément quand ils sont au pôle, ils les voient pas la semaine. Donc tout ça, c'est éminemment compliqué. Moi, je juge personne, il n'y a pas de souci. Chacun fait comme il l'entend et comme il le souhaite. Voilà. Après, plus on va pouvoir construire de relations et de liens, et mieux ça sera évidemment. Maintenant, il y a un point d'amélioration incontestable à apporter à ce niveau-là. On y travaille en tout cas. Très bien. Je vais passer quelques questions que j'ai notées, mais du coup, on parlait un peu de la D1. Comment toi tu vois l'évolution de cette D1 parce qu'elle est importante aussi pour toi en tant que formateur parce que c'est le concret aussi la division 1 mais aussi la division 2. Est-ce que tu sens une évolution positive peut-être déjà dans l'intégration des jeunes et puis de manière plus globale? Oui, oui, de façon globale, de toute façon, là, on, enfin, moi je la vis depuis maintenant assez longtemps. L'évolution, chaque année, il y a une vraie évolution. Chaque année, il y a une progression. Enfin, c'est constant. Hein, c'est constant. Là, sur les 2, 3 dernières années, il y a eu, ne serait-ce qu'avec l'arrivée d'Access, une dynamique encore plus importante avec Mouveau, avec ces clubs-là, voilà, qui sont montés et qui ont apporté une dynamique. Hein. C'est aujourd'hui les deux locomotives de notre championnat. Mais oui, on a ça. On a progressé aussi dans l'approche professionnelle, hein, de la Ligue 1. Voilà. Et puis, voilà, peut-être ce qu'on pourrait espérer pour l'avenir, c'est justement une amélioration structurelle. Et moi, c'est surtout là-dessus que voilà, une amélioration structurelle et une amélioration dans le post-formation, c'est-à-dire dans l'après-pôle, par exemple, pour accueillir des jeunes, les construire, continuer de les construire, pour pouvoir après, derrière, s'appuyer sur eux sur le long terme. On est un petit peu trop, mais c'est une crise de croissance, hein, mais on est un peu trop dans l'instantané, dans le résultat pour le résultat, et donc du coup, on oublie un peu de construire, quoi. Voilà. Ouais, parce que je me demandais aussi, c'est vrai que ça arrive que des jeunes joueurs partent après la formation et se retrouvent aussi en manque de temps de jeu. Donc j'imagine que c'est pas facile aussi à gérer dans une formation, dans un accompagnement aussi. Oui, bien sûr, c'est évident. Alors en plus avec le contexte Covid, d'habitude des joueurs Ouais, qui ne jouent pas en équipe A vont pouvoir faire leurs preuves en équipe réserve ou chez les jeunes, voilà. Et donc aujourd'hui, le fait qu'il n'y ait pas de compétition au niveau régional, par exemple, pour les clubs de Ligue 1, ça va ça va être une difficulté supplémentaire pour intégrer des jeunes parce qu'évidemment, tous n'ont pas 25 minutes de temps de jeu potentiel. Et donc ça, c'est quelque chose qui rajoute de la complexité à une situation qui est déjà assez complexe. ouais. Tu disais regarder beaucoup. C'est pas grave, hein, Ouais, tu ok. peux prévenir, hein. Ouais, je suis en interview, mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci. On est en direct. Non, tu disais que tu regardais énormément de futsal aussi à la télé. J'imagine que tu vas essayer de regarder Access Mouveau samedi. Ah bah ouais, ouais, je vais t'écouter attentivement, ouais, bien sûr. Et justement, c'est quoi, t'es consommateur de Division 1, mais j'imagine aussi de tous les championnats. T'es aussi un petit peu obligé de regarder peut-être ce qui se fait un peu ailleurs, quoi. Ouais, bien sûr. Bah, là, moi, j'apprends beaucoup de mes joueurs, voilà, qui me donnent tous les liens potentiels pour regarder du championnat russe, pour regarder les championnats portugais, pour regarder les championnats d'Espagne. Donc je mange énormément de championnats européens, voire brésiliens, voilà, quand c'est le moment. Voilà, parce que puis un peu toute l'Europe tchèque. Voilà. J'ai beaucoup voyagé pour me construire, hein, pour construire ma propre identité. Donc je connais un petit peu en plus ces gens-là. Donc ça me fait plaisir de regarder le Sporting, par exemple, Ouais. quand, parce que je connais Nuno Diaz et qu'il m'a reçu. Et donc c'est toujours un plaisir de le regarder coacher. Et c'est une question que j'avais notée, mais il me semblait que tu avais fait justement pas mal de voyages. Qu'est-ce qui à chaque fois, je sais pas, te surprend positivement, te choque aussi d'une bonne manière? C'est quoi qui fait un peu la différence
dans ces championnats ou dans ces clubs-là un petit peu par rapport à la France? En fait, moi, j'ai débuté de voyager dès que j'étais en responsabilité, puis même avant, pour construire ma propre identité, en fait, et pour construire, puisqu'on était dans la réflexion par rapport au futsal français, par rapport à l'orientation que potentiellement on pouvait prendre. Donc d'abord, ma priorité, c'était de construire mon identité. Ça veut dire que j'ai pioché dans le, dans un coach tchèque. Voilà, j'ai pioché dans du portugais, enfin de l'espagnol et ainsi de suite. Euh, Parce que j'y suis d'abord allé en consommateur et en ayant à l'esprit que ce qui était important, c'était de ne pas faire un copier-coller de ce qui se passe ailleurs. Voilà. Et donc ça, c'est d'abord ma priorité quand je voyage. Après, après évidemment, pour répondre un peu plus précisément à la question, d'abord, ce qui me marque, c'est qu'on n'est pas si mal en France. D'abord, première chose, c'est que on a des arguments, d'accord, ne serait-ce qu'avec les joueurs. Voilà, parce que je vois énormément de joueurs et on a des joueurs qui sont des joueurs à fort potentiel. Alors évidemment, qui n'ont pas tout, qui sont pas totalement construits techniquement, mais on a des joueurs. Et puis après, par contre, oui, la tendance après, évidemment, c'est sur l'évolution liée aux structures. Voilà. Euh, quand on va en Espagne et qu'on voit la façon dont les clubs sont structurés d'un point de vue des infrastructures, là, ça permet d'évoluer, d'avoir des idées en tête. Ok, très bien. Euh, je me demandais aussi, est-ce que toi qui es un grand tacticien, est-ce que tu penses qu'on a un retard tactique en France? Il y a pas mal de coachs étrangers. Pourquoi aussi je sais pas, les présidents, enfin en tout cas les équipes de Division 1, je pense à Velasco, à Beto, bon il y en a d'autres. Est-ce qu'on est obligé de passer par un coach étranger? Comment se fait ce choix en fait? Alors, bon, d'abord, grand technicien, je sais pas, c'est pas moi, merci. Mais euh, sur sur l'aspect retard tactique, le, le, le- la, le- la priorité, enfin, en tout cas le constat, c'est de dire que en fait, c'est sur les bases tactiques que les joueurs ont un retard. C'est-à-dire que dans la construction du joueur, oui, on a un retard parce que les repères du joueur, les repères culturels de nos joueurs ne sont pas des repères culturels de futsal. On a regardé du foot, on a regardé du basket, on a regardé d'autres choses, mais on n'a pas, parce que médiatiquement, évidemment, il n'y a pas de diffusion ou peu de diffusion. Il y avait peu de diffusion, maintenant c'est le cas. C'est-à-dire que mes joueurs, par exemple, aujourd'hui, ils regardent tous les jours des matchs de futsal. Et du coup, ça change leur vision des choses et ça change leur approche de l'activité. Ça, pour moi, c'est là-dessus qu'on a un retard, c'est-à-dire sur la formation du joueur. Euh, Ensuite, évidemment, les grands coachs qui viennent en France, moi je suis le premier à regarder leurs séances, je suis le premier à m'abreuver de ce qu'ils font. Et je trouve ça je trouve ça très bien, il y a aucun problème, ça nous apporte une vraie plus-value. Voilà. Après, on a aussi des gens qui réfléchissent, on a aussi des coachs français qui, maintenant, on a mis une formation en place depuis des années qui permettent de construire nos entraîneurs français. Et je pense qu'on n'a pas à rougir. Enfin, voilà, parce que être entraîneur, c'est aussi avoir une approche globale de son sport. Et donc, évidemment, la tactique, c'est une chose, mais la culture locale, c'en est une autre. La connaissance des joueurs, c'en est une autre. Les coutumes qui sont les nôtres, elles ne sont pas les mêmes qu'à l'étranger. Donc, les difficultés pour un coach étranger, elles sont de tout ordre. Voilà. Et donc, en fait, quand on additionne tout ça, c'est pas une évidence. Voilà, c'est pas une évidence que le coach étranger, même avec peut-être un bagage tactique supérieur, apporte une plus-value essentielle. Maintenant, encore une fois, j'ai commencé par dire que l'apport des grands coachs était essentiel pour notre progression. Et Toulon a été champion avec un coach français, Ouais. voilà, et donc voilà, qui est excellent, Karim. Voilà. Et donc il y a
y a pas de contre-indication par rapport à ça. Très bien. Encore quelques questions, après je vais te libérer tranquillement. Justement, je me demandais, quelqu'un qui peut-être nous regarde, nous écoute, qui veut un petit peu progresser tactiquement, c'est quoi le conseil que tu lui donnerais? C'est de regarder des matchs? Est-ce qu'il y a, c'est quoi le conseil principal que tu pourrais donner? Ça peut être un jeune ou juste un fan de futsal, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Moi, d'abord, la priorité, encore une fois, c'est de, c'est de regarder des matchs. Voilà, c'est de regarder des matchs, c'est de changer. C'est pas facile, hein, mais de changer c'est quelque part tout un schéma neuronal qu'il faut modifier. Voilà. Donc, ça passe par un apprentissage quotidien de l'activité et changer ses repères. Voilà. Sur Évidemment, tout le monde un exemple simple, c'est la gestion d'un 1 contre 2. Quand vous êtes face à deux adversaires qui arrivent vers vous, eh ben, le foot, le joueur de foot, s'il est dépassé, il va essayer quand même malgré tout d'aller chercher le ballon. Nous, on rétablit l'égalité numérique avec le gardien de but. Voilà. Et donc on a un repère qui est totalement différent. Quand les choses sont ancrées euh, par une autre activité, quelle qu'elle soit, et donc par le foot par exemple, ça devient compliqué après derrière à modifier. Voilà. De la même façon que les courses, entre une course de foot et une course de futsal, c'est incomparable. Donc toutes les courses de futsal sont cassées, sont brisées, voilà. Et donc alors qu'au foot on fait des courbes. Et donc par exemple, donc ça c'est des choses qu'il faut modifier. Et donc tactiquement c'est déjà ça commence par là. Et justement, c'est intéressant parce que je me disais aussi pourquoi il n'y a pas plus de. Parce que tu le disais tout à l'heure, à 34, 35 ans, on est encore jeune dans le futsal et on le voit, hein, il y a des joueurs qui ont 37, 38, des joueurs comme Nito dans le championnat de France, hein, il y en a plein qui sont encore très performants. Pourquoi on ne voit pas des anciens footballeurs professionnels qui parfois arrêtent leur carrière à 33, 34 ans venir sur le futsal parce que quoi, tactiquement, ils ont trop de retard ou c'est pas Là, encore. pour les mêmes raisons que ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire que les repères de foot sont trop ancrés. Ouais, Les repères de foot sont trop ancrés. Et c'est comme si là, on parlait d'un basketteur qui vient au futsal à 34 ans. C'est un non-sens. C'est-à-dire que quand on a fait toute sa carrière avec les repères, avec certains repères, c'est c'est un non-sens alors après, évidemment, on peut jouer au niveau régional ou au niveau départemental. Mais par contre, au haut niveau, c'est impossible. C'est tout simplement impossible. Parce que c'est trop ancré. Et même avec toutes les meilleures qualités du monde, on serait de toute façon en difficulté. si demain Messi se met au futsal, il a pas sa place en équipe argentine. Si Messi se met au futsal, mais Messi c'est un joueur de futsal Ouais. qui joue au foot. Donc c'est là que la question la question Tactiquement, bon, il a voilà, peut-être pas tous les repères. c'est Ouais, comme si tu me dis Iniesta, tu vois, c'est la ouais. même Ouais. chose. Si Iniesta vient au futsal, pas de problème, il sera tout de suite peut-être titulaire en équipe d'Espagne parce Ok. qu'il joue au futsal Après, il y sur a un terrain de des. foot. Non, mais je me dis qu'il y a peut-être des. Je sais pas, j'imagine un pivot type Zlatan, il pourrait très bien avoir des qualités, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais après s'intégrer et puis être un joueur complet, euh, enfin, c'est tout simplement impossible. Mais cite-moi Sabonis, le pivot de la Lituanie, le pivot de la Lituanie au basket, qui viendrait au futsal. C'est la même Ouais, chose. ouais. Ouais. Je t'assure que c'est la même Ah non, chose. mais je te crois, hein, mais c'était justement pour essayer d'avoir des exemples un peu plus concrets. Mais si tu le dis, je te crois à 1000%, il n'y a pas de souci. Euh, Qu'est-ce que, du coup, quelle est un peu l'évolution, toi, personnelle, que tu souhaites? Est-ce que pour l'instant, tu vas continuer évidemment à développer ce pôle France avec d'autres projets, etc. Est-ce que, voilà, pour l'instant, c'est l'immédiat. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient te faire envie aussi? C'est quoi un petit peu les prochains mois, années de Raphaël Reynaud? Moi déjà, enfin voilà, je suis très heureux dans ce que je fais aujourd'hui. Je suis au quotidien sur ma passion. Je suis conscient d'être un privilégié, qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient être à ma place. Donc on profite. Je veux vraiment pérenniser la structure, totalement pérenniser la structure dans le temps et dans l'espace fédéral.
Voilà, je pense que ça, c'est essentiel. Et puis pérenniser le futsal et développer le futsal dans le temps et dans l'espace fédéral aussi. Voilà, donc il y a beaucoup à faire et pour l'instant, on est très bien comme ça. Ouais, ouais, j'ai presque envie de dire, c'est que le début, quoi. C'est que du plaisir C'est qui va arriver, quoi. c'est exactement ça. Voilà, on est. Ça fait longtemps qu'on dit qu'on est qu'au début, par contre. Moi, je commence à avoir un peu Ouais, goûté dans le futsal. J'ai commencé par créer mon club, par exemple, il y a maintenant 15 ans, pour pouvoir. Voilà, et on était au début à l'époque. Donc, non, on n'est pas. Il y a une vraie évolution positive là aujourd'hui. Il y a une. Il y a une, il y a une dynamique, on le sent. Malheureusement, là, les conditions sanitaires ont fait que, ouais, mais, ça va reprendre de plus belle. très bien. Deux dernières petites questions qui m'ont été posées par des gens qui suivent Planète Futsal, hein. N'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux et à poser des questions aux invités. Voilà, j'en sélectionne quelques-unes. Il y a Fantin Pomo qui me demande sur Twitter, est-ce qu'il y a vraiment une difficulté pour les jeunes à faire un choix entre justement le foot à 11 et le futsal à un moment donné? Est-ce que la hausse du niveau global en France nécessite une spécialisation un peu plus tôt, un peu comme tu disais au début, peut-être que les jeunes se forment que au futsal, mais plutôt que ce qui se fait actuellement? La difficulté, la difficulté au passage du foot au futsal, c'est ça? Ouais, enfin, à faire un choix, quoi. On À voit faire qu'il y a un choix, beaucoup de pardon. jeunes qui. Oui. Alors, ça aussi, ça évolue positivement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, par exemple, quand j'accueille un jeune, je lui parle pas d'argent, je lui parle de projets sportifs. Hmm. Voilà. De vivre des émotions sportives, d'être au plus haut niveau, de vivre des émotions internationales et nationales avec son club. Il y a quelques temps, je pense qu'on m'aurait rayonné. Là, aujourd'hui, très concrètement, il y a des gamins qui sont intéressés par ce projet-là et qui sont intéressés vraiment par des émotions sportives de haut niveau. Et donc, j'ai par exemple un joueur qui était sollicité pour rester dans son centre de formation, puisqu'il était en centre de formation lors de sa première année de pôle, et qui vient d'abandonner le centre de formation pour rester avec nous et pour rester au futsal parce que ça lui plaît. Voilà. Et donc, ça, je trouve que c'est une vraie évolution. Et donc, en fait, on est dans cette dynamique-là. Donc, il y a de moins en moins de difficultés à ramener des gamins au futsal parce que le futsal, c'est une usine à plaisir et qui est un petit peu moins le foot par moment. Ouais, je suis d'accord. Question de Max Futsal sur Facebook de Planète Futsal qui me dit est-ce que tu restes optimiste sur le déroulement de la troisième édition du tournoi Bien U19 sûr. de Max, Montaigu qui aura lieu fin août? Max qui est de Montaigu, qu'on salue. Donc, oui, bien sûr. Non, non, mais Max Futsal, je connais. Et donc, du coup, oui, je pensais qu'il reviendrait sur Montaigu rapidement. Oui, oui, logiquement. Enfin, c'est au calendrier, c'est prévu. Les nations ne sont pas encore définies, mais on a bon espoir qu'on soit sur le même format que l'année dernière, c'est-à-dire avec Espagne, Portugal et Ukraine, je crois. Donc, quatre énormes morceaux. Et voilà. Nous, on souhaite par contre faire évoluer la formule. Mais oui, si les conditions sanitaires le permettent, on sera à Montaigu fin août. bon, on le souhaite en tout cas. Raphaël, merci beaucoup pour cet échange. C'était très enrichissant. N'hésitez pas à partager hein, ce genre de vidéos. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour les semaines à venir quelque chose pour le Alors, pour le pôle France, pour les U19, pour tout ça? ok, j'ai quelques blessés. On peut me souhaiter de la, Ah, de la santé pour les joueurs qui sont blessés et qu'on soit très vite au complet. Voilà, c'est ça qu'on peut. De la santé pour mes joueurs. Bon, ça ok. viendra après. Bon, très bien. Merci beaucoup en tout cas, Raphaël. Bonne continuation pour tout le travail que tu effectues avec ces jeunes et qui seront, on l'espère, hein, tous en équipe de France, hein. On pourra dire c'est Raphaël qui était Non, là. non, je le dis tout le temps. Non, 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 c'est les clubs d'abord. Voilà, c'est les clubs Ouais, d'abord. ouais, ouais, Moi, je suis qu'un catalyseur. ils ont un travail important aussi et ils font beaucoup de travail au quotidien aussi pour ces jeunes. Merci beaucoup en tout cas et plein de bonnes choses pour la suite. Et voilà, n'hésitez pas en tout cas hein, à vous abonner sur la page YouTube de Planet Futsal. Il y aura
une émission chaque semaine. Un grand merci à Raphaël pour avoir été là avec nous. Et puis, à très vite. À bientôt, Raphaël. On se retrouve sur les parquets ou derrière un samedi. micro. Hein. Samedi. Ouais, samedi, Access Nouveau, ça va être Alors, la vidéo sortira lundi. On saura déjà un petit peu qui va mettre un petit peu enfin, prendre le lead de cette division 1. Mais voilà. En tout cas, merci beaucoup, Raphaël. Et à bientôt. Merci. Allez, au revoir. Au revoir.